alors moi, je vous demande de vous mettre à la place du peuple palestinien, d'accord? Vous êtes en France. Oui, vous êtes en France. La France se retrouve découpée en 47 parce que voilà, vous avez une communauté persécutée, certes, mais pas persécutée en France, elle est persécutée ailleurs. L'histoire de l'antisémitisme européen, il faudra aussi y revenir. Et pourquoi est-ce qu'on demande aux Palestiniens de payer cet antisémitisme européen? Et ce que dit très bien Ilan Pappé, je suis toute une parenthèse, Ilan Pappé, l'historien israélien dont je vous parle depuis tout à l'heure, il dit, c'est assez fou parce qu'après la Shoah, il n'y a pas un seul dirigeant européen qui dit aux Juifs, restez, c'est avec vous qu'on va reconstruire une Europe et des nations européennes qui vont définitivement se défaire de l'antisémitisme. Il n'y en a pas un seul. Tous ces dirigeants disent à ces communautés, à ce mouvement sioniste, oui, on va vous aider, allez tous en Palestine, puis c'est là-bas que vous allez être en sécurité. Donc, je veux dire, l'héritage de l'antisémitisme européen, je trouve ça assez culotté, quoi, la manière dont les Européens l'ont balayé. Et puis aujourd'hui, la posture qu'ils ont avec les Palestiniens, visant à leur faire la morale et à leur dire vous êtes des antisémites par essence parce que vous ne voulez pas de l'État d'Israël. Non, c'est une question politique. Et ce que dit Henri Lorraine sur ce sujet, c'est qu'il dit les Palestiniens ne sont pas antisémites par essence. Il y a forcément des antisémites un peu partout. Il y en a partout, y compris dans le monde arabe. Et le nationalisme arabe a peut-être aussi exacerbé certaines questions de ce point de vue-là. Mais il dit en fait, ils ne sont pas antisémites par essence. Ils sont anti-occupation. Si des Esquimaux avaient occupé la Palestine, ils seraient anti-Esquimaux. C'est ça qu'il faut comprendre du peuple palestinien. Donc là, je vous mets dans un exercice de pensée, c'est-à-dire faites l'exercice qui consiste à imaginer la France, qui est découpée en deux, en 1947, avec une population qui a des milices terroristes, et je vais prendre le temps de vous lire un petit extrait pour que je pense que vous compreniez que dès 7 octobre, les Palestiniens en ont vécu plein. Des milices terroristes israéliennes, nationalistes. Ligourne, Stern, qui d'ailleurs c'est intéressant de comprendre que Tzahal, l'armée israélienne actuelle, est composée en fait une sorte de coalition de tous ces militionnistes qui n'ont jamais fait le bilan de leur mode opératoire, de leurs exactions. Donc il ne faut pas être très étonné de ce que fait aujourd'hui Tzahal quand on voit l'héritage en termes de chaîne de commandement, d'expérience qui a été transmise. Vous vous rendez compte que de l'autre côté ils ont le même point de vue. Hein. Mais, quel point de vue? Je veux dire, la Palestine n'a pas d'armée. Je veux dire, s'il y a ces modes opératoires, s'il y a ces modes opératoires complètement chaotiques qui échappent justement, y compris au contrôle de la population qui pourrait avoir un contrôle dans un État plus démocratique, souverain, etc. C'est précisément parce qu'il n'y a pas d'État. C'est précisément parce qu'il n'y a pas d'armée. Je veux dire, Israël, à l'inverse, on nous le présente comme un État démocratique, un État qui a une armée la plus morale du monde, et pire encore. La différence, en fait, c'est que la France, elle arme pas le Hamas. D'accord? La France, elle arme Tzahal. Elle donne des munitions à Israël. L'Union européenne, elle vend, bien sûr. Vos confrères de Disclose ont parfaitement documenté tout le matériel militaire que la France livrait, notamment pour les mitrailleuses israéliennes, qui sont utilisées. On en a la preuve dans ces documents de Disclose. Des mitrailleuses défensives? Non. On en a la preuve que ces mitrailleuses ont été utilisées notamment dans le massacre qui a été appelé le massacre de la Farine.